Bonjour, bienvenue dans ce webinaire L'écran du savoir consacré à la Révolution française. J'ai le plaisir d'avoir, avec, nous aujourd'hui, Lucie Champenois, auteure du chapitre sur la Révolution française dans L'écran du savoir, et notre invité, Guillaume Mazot, qui nous fait le plaisir d'être, là pour, nous présenter un point d'historiographie sur la Terreur, qui est notre sujet du jour, sur lequel, Lucie a fait, une page dans le manuel, Le coin de l'historien. Je partage mon écran pour que vous voyiez la page. C'est vrai que la terreur, c'est un tout petit mot, dans le bulletin officiel du programme, des élèves de première, hein. Il y figure, mais comme ça en passant entre 2 virgules et en même temps, ça me paraissait moi un gros morceau de l'historiographie, de la Révolution, française, qui plane pas mal dans la tête des élèves autour de films, de références politiques qu'ils peuvent entendre ou même, d'actualité puisque qui dit terreur dit terroriste et voilà, ça paraissait intéressant de faire un peu de clarté sur, la construction, de cette notion qui est toujours âprement, disputée et puis à travers ça, la construction du coup de la science historique, elle-même. Alors, Guillaume Mazot reviendra dessus, c'est vraiment pas le plus simple des morceaux à envisager, mais j'ai essayé de le faire dans le manuel à travers un article de presse, généraliste, qui, à l'occasion de la sortie de 3 ouvrages, très récents, revient un petit peu justement sur les principales théories et les grands axes, du débat, qui permet de décortiquer un petit peu ça, pour les élèves. Donc à travers un exercice assez simple ensuite, hein, de relier à chaque, théoricien, sa théorie, résumée à très grands traits et puis surtout ensuite, puisque c'est un peu l'objet de tout le chapitre, de travailler sur l'analyse du document et l'analyse des caricatures en particulier, hein, de revenir sur une caricature de la Terreur justement publiée, rapidement après, l'exécution de Robespierre. Donc tout cela permet, d'analyser, les débuts de la construction de cette légende de la Terreur. Donc je propose, que Guillaume, nous présente, l'historiographie de cette question qui est restée dans nos mémoires, mais qui pose plein de questions pour que vous puissiez la traiter en classe avec vos élèves. La terreur, c'est une question qui est compliquée à traiter à l'école, dans les classes, dans les salles de classe. D'abord parce que le mot écrase beaucoup de choses. Il empêche beaucoup de comprendre et de réfléchir, hein. Il empêche la distance. La terreur, rien que ce mot-là, avec ce T majuscule, ça semble vouloir dire que on est à la fois dans un état émotionnel et dans une période de l'histoire. Après 1794, où il se joue rien d'autre qu'une peur extrême. C'est vrai que pour les historiennes et les historiens, la terreur elle est aussi problématique que pour les enseignantes et les enseignants, parce que d'abord le mot écrase un peu toute la compréhension, hein. Le mot terreur, une peur très forte, qui est en plus connectée, comme l'a très bien rappelé Lucie Champenois, un mot qui flotte, hein, dans l'actualité, c'est-à-dire le terrorisme, les terroristes. Un mot qui est d'ailleurs très large aussi et qui renvoie à beaucoup de choses très différentes. Et donc dans la tête des élèves et aussi d'ailleurs de leurs contemporains adultes, en fait, c'est dès qu'on dit terreur, on est un peu pris au piège de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on en est dans les réflexions historiographiques sur la terreur et qu'est-ce qu'on peut essayer d'en tirer de simple ou de pas trop compliqué. Sachant qu'en plus, il y a encore des débats qui, alors moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant, moins qu'au XXe siècle, mais la question de la terreur traverse encore le contemporain. Ça fait encore partie des questions un peu sensibles, je pense en particulier, j'en parlerai tout à l'heure, la légende du génocide vendéen, qui réapparaît de temps en temps, qui est portée par l'extrême droite en particulier, et qui inspire des propositions de loi régulièrement. Donc c'est pas un détail. Il faut être calé là-dessus en fait. Alors, premièrement, donc je vais me baser un petit peu aussi sur les documents qui ont été sélectionnés par Lucie Champenois et qui fait bien de commencer par des questions parce que finalement la terreur elle pose la question plus vaste de la violence et de la révolution. C'est très difficile de penser les deux en même temps parce que même les historiennes et les historiens, c'était souvent des hommes de la révolution, euh, ils ont eu du mal à penser que la révolution peut être un événement contradictoire, fait de choses et de processus qui a priori sont inconciliables. Les historiens plutôt pro-révolutionnaires qui s'inscrivaient dans le fil des révolutionnaires, puis les historiens marxistes ou de gauche généralement, de manière plus générale républicains au XXe siècle, ont eu énormément de mal à penser la question de la violence et à l'écrire.
c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt un peu en défense de la révolution, dans la promotion de la révolution, dans le cadre notamment, mais pas tous, de ce qu'on appelait le roman national, à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc, dans ce cadre-là, il s'agissait d'insister sur les héritages plutôt positifs de la Révolution, de la République, ce qui impliquait de minimiser, voire parfois même de ne pas parler de la violence, de la guerre civile et de la répression politique, de la restriction des libertés, qui accompagnent d'ailleurs la Révolution dès 1789. C'est des choses qui accompagnent la Révolution dès le début, mais qui s'intensifient au moment où la guerre avec l'étranger éclate et se généralise, donc dans les années 1792-93, et puis aussi où la Révolution devient une guerre civile, à partir de la fin 92 et surtout du printemps 1793. Donc ils ont plutôt tendance à minimiser, et dans le camp d'en face, même si c'est plus compliqué, mais dans le camp d'en face, donc l'historiographie, en gros, héritée de la contre-révolution, et puis l'historiographie liée à l'Action française, de l'extrême droite au XXe siècle, et même d'ailleurs l'historiographie qui était républicaine, mais plutôt critique du camp marxiste au XXe siècle, s'est dit, au contraire, insistait assez exclusivement sur la violence, accuser les historiens républicains à l'université de faire une sorte d'histoire officielle. Et ils avaient beau jeu de le faire, puisqu'effectivement, il y avait un silence. Voilà. Mais eux avaient aussi du mal à expliquer la révolution dans son caractère d'émancipation, et y compris dans les périodes les plus dures de la répression. Il y a des lois sociales, il y a des lois d'éducation, enfin, on a un intérêt aujourd'hui. C'est ce que les historiens essayent de faire de plus en plus. À enseigner cette révolution, et même cette période la plus compliquée de la terreur, dans ses contradictions. C'est-à-dire que la révolution, et en l'occurrence la terreur, c'est à la fois un processus d'émancipation, des utopes politiques très fortes, des lois, des actions qui essayent de construire l'égalité et la liberté, et en même temps aussi des mesures qui restreignent les libertés et la répression politique, et c'est des formes de violence qui sont assumées par les autorités politiques, voire par l'État, etc. Et en fait, il faut les comprendre dans les deux. C'est un petit peu ça qui est intéressant dans une révolution. C'est une crise politique, et donc il y a les deux qui jouent. Alors, la terreur, ça désigne quoi? C'est pour ça que la question de la partie vocabulaire dans le manuel est plutôt intéressante, et aussi la chronologie. Il faut historiciser la terreur. Il y a un début, il y a une fin, c'est un processus. Et je dis ça parce que une partie de l'historiographie a eu tendance à dire finalement, la terreur, c'est finalement le propre de toutes les révolutions. Ça vient pendant toute la révolution, c'est-à-dire un processus de dictature, de répression généralisée, voire d'un système, d'une idéologie qui c'est propre aux révolutions en général et à la révolution en particulier. Et donc finalement, ça sert à rien d'en faire l'histoire puisque c'est par nature lié à la révolution. Donc là, je pense à toute l'historiographie plutôt conservatrice du XXe siècle, qui essayait de critiquer le totalitarisme et qui bien voyait dans les origines des totalitarismes du XXe siècle la terreur de 1793, une sorte de point d'origine, si vous voulez. Voilà. Et du coup, en faisant ça, on compare tout et n'importe quoi, et on évite de comprendre ce qui s'est passé entre 93 et 94 dans sa réalité historique. Alors, qu'est-ce que c'est la terreur? C'est un mot qui n'était pas employé par les contemporains, ou alors qui était employé avec une minuscule, et l'historienne Annie Jourdan a montré que ce mot-là, en fait, il existe dès l'Ancien Régime pour qualifier la politique de la peur, une des techniques du maintien de l'ordre et de la subordination pendant la monarchie absolue, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. C'est non seulement de réprimer concrètement, mais aussi de dissuader les crimes, de dissuader les oppositions en faisant peur, en organisant par exemple des exécutions publiques, comme des spectacles, en faisant des exemples. On arrête certains meneurs après des soulèvements, et on les pend publiquement, et on l'organise comme un spectacle, et on communique beaucoup dessus. Et il y a le mot qui revient en permanence, c'est terreur, pour qualifier ces techniques-là qui sont particulièrement dures en France. On rappelle qu'en France, avant 1789, on est quand même dans une monarchie qui s'appelle absolue, qui n'est pas vraiment totalement, mais qui en tout cas est beaucoup plus dure que dans d'autres pays. Et puis, il est réutilisé justement pendant la Révolution pour qualifier les émotions très fortes qu'on ressent pendant la Révolution face à la guerre civile, à la peur d'être tué, d'être dénoncé, d'être agressé, et puis qui qualifie ce mot terreur aussi
la répression politique qui se durcit de plus en plus face à ceux qu'on qualifie comme des ennemis, des brigands, des hors-la-loi, des gens qui sont contre la révolution ou voire indifférents, mais qui menacent le régime par leur simple manque de soutien, voire leur opposition assez franche. Et quand on qualifie des gens de hors-la-loi et de brigands, on les met en dehors de la nation, en fait, de la loi, c'est-à-dire qu'on s'autorise à employer contre eux des moyens extraordinaires. Donc voilà, le mot terreur, il est en permanence utilisé, mais personne vraiment a conscience de dire, tiens, là, on bascule dans un régime différent, on bascule dans une période différente. Ça n'est qu'après coup, et c'est ça que explique très bien Lucie Champenois dans le manuel, que le mot terreur, elle l'explique parce qu'il y a des historiens qui ont travaillé dessus, d'ailleurs elle les fait parler un petit peu après, dans les extraits vidéo. Il s'agit en particulier de Jean-Clément Martin aujourd'hui, mais qui s'appuyait sur lui-même sur des travaux d'autres historiennes et historiens qui travaillent dès les années 1980. Je pense à Françoise Bonnel, à Bronislaw Bachko, qui se disent finalement le mot terreur, l'idée selon laquelle entre, en gros, le printemps 1793 et l'été 1794. Printemps 93, c'est beaucoup d'institutions qui sont mises en place, extraordinaires, dérogatoires aux droits ordinaires, et qui sont a priori contradictoires avec les idéaux révolutionnaires de 89. Mise en place des tribunaux révolutionnaires en mars 93, le 6 avril, le comité de salut public, etc., etc. Donc là, il y a une sorte de point de départ. Et le point d'arrivée, l'été 94, c'est l'exécution de Robespierre, le 28 juillet 94, et de ses partisans. C'est quand même pas mal de gens, plusieurs dizaines de gens qui sont éliminés. Et donc, il y a une sorte de séquence là qui se referme et qui, à partir de l'été 94, est désignée sous le mot système de la terreur, machine de terreur, pas tellement terreur tout seul d'ailleurs. Et qui, c'est un récit qui est en train de se construire et qui dit finalement là on a vécu une période d'un an, un an et demi, 500 jours en tout, qui a peut-être commencé dès l'automne 92 et qu'on est en train de refermer et qu'on peut refermer et qu'on peut la refermer parce que on se débarrasse de Robespierre et de ses amis. Et pourquoi on peut la refermer à ce moment-là? Parce qu'on les désigne comme des responsables exclusifs d'une répression qui est en plus qualifiée comme dans les expressions que je vous ai citées, comme un système, c'est-à-dire comme une idéologie. Et du coup, on donne aussi l'impression qu'il y a eu là une sorte de basculement de nature, en fait, de la révolution. Il ne s'agissait pas juste d'une radicalisation de la répression, mais d'un basculement dans un régime politique presque différent. Eh bien, cette légende qui est fabriquée par ceux et qui ont pourtant accompagné Robespierre et ses amis dans l'exercice du pouvoir, c'est les mêmes, hein, en partie, et puis ils rappellent d'autres plus modérés au pouvoir, qui s'appellent les Girondins, progressivement. C'est une légende qui permet effectivement de passer à autre chose et d'essayer de sauvegarder la République en faisant une sorte de transition vers une République plus stable, mais aussi plus conservatrice. Et en même temps, c'est une légende qui existe encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, on est persuadé que la terreur, c'est un régime politique différent, une idéologie différente. C'est une dictature dirigée par quelques hommes, et en particulier par Robespierre. C'est vraiment la naissance du cliché du monstre Robespierre qui aurait dirigé tout, tiré les ficelles d'un gouvernement qui est décrit comme tellement organisé, tellement mu par une idéologie que c'est sûr qu'aujourd'hui, du coup, quand on dit ça, on a l'impression que c'est, oui, effectivement, l'origine des totalitarismes, des régimes totalitaires. Alors, la réalité, c'est quoi? Donc, il y a une petite chronologie à droite qui vous permet justement de dire, voilà, ça commence peut-être en septembre 92, voire au printemps 92. Le cœur, on est effectivement 93-94. Il y a bien une chronologie particulière qui se déroule ici, qui voit les institutions d'exception se multiplier, les libertés se restreindre, la Constitution suspendue quand même, la Déclaration des droits de l'homme est de 93, qui est beaucoup plus sociale et égalitaire. Elle est placée dans une arche en cèdre dans les locaux de la Convention nationale de l'Assemblée, donc elle n'est pas appliquée. Donc on est bien dans une situation très spéciale. Alors on n'est pas tous d'accord sur cette chronologie. Quelqu'un comme Timothy Tackett, un historien américain, insiste sur le fait que dès 89, il y a un processus à l'œuvre de transgression des droits ordinaires. C'est-à-dire dès qu'ils prennent le pouvoir, les révolutionnaires transgressent leurs propres idéaux. C'est en partie vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on peut appeler ça déjà terreur. Lui, il parle de mécanique de terreur, l'anatomie de la terreur, c'est le titre de son livre. Moi, je trouve qu'il faut faire attention. C'est pas exactement la même chose. C'est vrai ce qu'il dit, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le même processus exactement qu'à partir de 92-94. Mais c'est intéressant pour montrer que
dans toute révolution, il y a des contradictions, parce que la révolution fragilise énormément l'exercice du pouvoir par définition. Et du coup, incite ceux qui le détiennent et qui le prennent à transgresser leurs propres idéaux de liberté et d'égalité en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on l'appelle terreur? Est-ce qu'on l'appelle pas terreur dans une salle de classe? Je dirais un peu la même chose que pour d'autres sujets. Par exemple, je pense au collège, les grandes découvertes, etc. On sait que c'est des mots ou des expressions qui sont des pièges, mais on sait aussi qu'ils sont utilisés. Donc, on est obligé de se reporter sur ce qui est utilisé. Donc, on va continuer à l'appeler terreur. Jean-Clément Martin, moi-même, on est plutôt partisan d'essayer à la fois de parler de terreur, mais de mettre des guillemets quand c'est à l'écrit, pour suggérer que ce mot-là, il est un peu sujet à caution, etc. Et puis, il faut quand même expliquer, c'est là que c'est un peu difficile, tu vois, que la terreur, elle existe en tant que réalité historique, parce que le grand danger, c'est de dire que ça n'existe pas aussi. Finalement, c'est une légende, c'est une construction. Non, il y a bien une période de transgression du droit ordinaire. Il y a bien une période où le gouvernement révolutionnaire et les autorités locales, hein, c'est plein d'acteurs, c'est pas seulement à Paris, hein, ont basculé dans une répression très forte, dans une transgression énorme des droits, dans une suspension de la Constitution, etc. Et ça fait beaucoup de morts. En gros, c'est les morts de la terreur, si on ajoute la guerre civile. C'est-à-dire la répression de la guerre civile, c'est en gros un peu moins de 200 000 morts. C'est les chiffres de Jean-Clément Martin. Et les morts qui sont liées à des exécutions publiques. Je pense au tribunal révolutionnaire de Paris, mais pas seulement, à tous ceux des villes dans les départements, il y en a eu plein. Hein. Et puis aux commissions militaires, c'est 35 000 morts. C'est quand même beaucoup de morts. Il faut les dire, parce que faut être, voilà, faut faire une histoire où on rétablit des faits. Oui, il y a une violence organisée. Oui, il y a une violence politique. Et donc ça, il y a quelque chose qui a existé. Il faut insister beaucoup là-dessus. Il faut assumer cette part de violence qu'a transporté la révolution et de contradiction politique. Et en même temps, il faut aussi dire que, eh bien, non, ça n'est pas l'ancêtre des totalitarismes. La chronologie montre que c'est un processus qui n'a pas été prévu à l'avance et qui, à chaque fois, fait que les lois qui restreignent les libertés sont prises après des menaces qui interviennent sur le régime. Je donnerai un seul exemple. Si en mars-avril 93, il y a une grosse étape, avec la création du comité de salut public, du tribunal révolutionnaire, c'est parce que c'est le moment où la coalition européenne se forme contre la France pour établir la monarchie. Et puis c'est le soulèvement de ce qu'on va appeler la Vendée, et donc c'est l'explosion de la guerre civile à l'intérieur. Et donc, ce que je veux dire, c'est que petit à petit, et on peut à chaque fois faire le déroulé de toute la chronologie de la terreur, à chaque fois, c'est des mesures qui sont mises en place en réaction et en réponse à des éléments de menaces intérieures ou extérieures. Donc, il n'y a pas d'idéologie préfaite, préfabriquée. Il n'y a pas d'ailleurs de systématisation. À l'intérieur même des institutions, il y a des débats, il y a des désaccords, voire des oppositions énormes entre les acteurs, même au sein du comité de salut public. Je pense par exemple au conflit en permanence qui est entre Barrère et Robespierre. Vraiment, c'est Barrère qui gagne à la fin, l'été 94. Donc, processus compliqué, il n'y a absolument pas d'idéologie commune, pas de planification, pas de plan, mais oui, il y a bien une violence politique qui s'exerce. Jean-Clément Martin, c'est un auteur qui permet aussi de dire ce qu'on appelle terreur, c'est aussi une période de guerre civile. Et finalement, ces violences-là, elles gagnent à être comparées dans l'histoire longue de l'histoire de France ou d'autres pays avec les violences de guerre civile, parce que c'est aussi finalement des violences de guerre civile. Où on se massacre, on se tue d'une manière particulièrement forte et cruelle, ce qui est le propre des violences de guerre civile en général. On peut parler de guerre civile pour cette période-là. Enfin, donc là, vous avez donc tout un article qui rappelle l'histoire du concept de terreur et du mot de terreur. Et le dernier article insiste sur la fabrication de l'imaginaire de la terreur et de l'imagerie de la terreur, puisque pour essayer de convaincre que Robespierre est le principal instigateur de la terreur et qu'avec lui, ça y est, ça va être terminé. On fait une économie d'aucun imprimé, d'aucun pamphlet, d'aucun journal et d'aucune estampe, aucune image, pour essayer de le prouver. Et là, vous avez finalement sur la place de la Révolution, c'est-à-dire l'actuelle place de la Concorde, ici, Samson Lebeau, qui se guillotine lui-même tellement il n'y a plus personne à guillotiner, devant la statue de la Liberté à gauche qui était en plâtre, hein, qui était sur le piédestal de l'ancienne statue de Louis XV, et puis avec des tas de têtes, hein,
C'est-à-dire, il n'y a plus personne à guillotiner, c'est une hécatombe totale. Et il y a d'autres estampes qui montrent que c'est même Robespierre qui actionne lui-même le coup près pour guillotiner le bourreau. Donc, vous voyez, il y a toute une légende qui est en train de se fabriquer et qui a très bien marché. Et enfin, je terminerai en disant, donc, un, terreur processus, deux, terreur période. C'est un chromonyme, hein, puisque c'est une période de l'histoire qui a donné un nom, qui est qualifié par un nom et qui qualifie quelque chose, c'est-à-dire une politique répressive.